Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast du cinéma à voir avec les étudiants de l'atelier critique de Rennes 2. Aujourd'hui, je suis avec Nina, Robin et Lison pour vous présenter et vous parler de 4 films. À l'affiche de ce podcast, Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, Les Échos du passé, Fursy ou encore Hamnet. Je vais laisser la parole à Romain pour nous présenter Father, Mother, Sister, Brother. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite critique de ces différents films. On va commencer par Father, Mother, Brother, Sister de Jim Jarmusch, son dernier film en date. Pour le présenter rapidement, c'est le film qui a reçu le Lion d'Or à Venise en 2025. C'est son dernier film qui va mettre en scène. C'est un film à sketch, voilà, très rapidement pour vous resituer un peu l'histoire. On va suivre 3 histoires différentes. Jim Jarmusch met en scène 3 situations familiales embarrassantes au vu de différents points de vue, celle d'un mère, d'une père et d'un frère et d'une sœur. Donc je sais pas si quelqu'un veut s'exprimer en premier sur le film, souhaite s'exprimer en premier sur la proposition. Si tu veux commencer, Romain, vas-y, fais-toi plaisir. Alors moi je me lance, étant mon premier Jim Jarmusch, j'ai pas été très convaincu, pour être tout à fait honnête. Je trouve qu'on va commencer par le positif, parce qu'il y a quand même du positif. C'est un cinéma qui est très beau, c'est très bien cadré, il y a des très belles images, la composition du plan est superbe, presque un petit peu trop nette par moment, mais il y a... En fait, toute l'ambiguïté du film, c'est qu'on va chercher à nous mettre, et à éprouver le spectateur, on va chercher à nous mettre mal à l'aise via des situations familiales très, très, très compliquées, très conflictuelles, parce qu'en fait, il y a tout un schéma qui fait que c'est des parents qui retrouvent leurs enfants, et lors de réunions, lors de dîners, somme toute classiques, et on va essayer de les confronter. C'est que des scènes de confrontation, mais des confrontations normales, hein. Ça reste des dîners où il faut avoir des discussions tout à fait normales. Et donc, de par son dispositif, Jim Jarmusch va essayer de filmer ces dîners, ces goûters en famille, et essayer d'exprimer un sentiment de malaise, de mal-être entre différentes générations. Et donc, par quel biais va-t-il le faire ? Il le fait notamment par le biais de sa mise en scène, donc très réussie, hein, qui nous met tous et toutes assez mal à l'aise, mais peut-être même un peu trop mal à l'aise. On arrive à un stade où on se demande nous-mêmes ce qu'on fait au beau milieu de ces réunions familiales qui semblent dysfonctionnelles. On n'a pas vraiment notre place ici aussi. En fait, pour exprimer un point de vue personnel sur ce que j'ai vu, je me suis senti un peu de trop dans la salle. Je savais pas trop ce que je faisais ici, je savais pas trop ce que je regardais. Je voyais très bien où le réalisateur voulait m'emmener. Je comprenais très bien la finalité de tout ça. J'avais déjà compris que c'était des situations embarrassantes pour les enfants, pour les parents. Bon, ben voilà, ils savent pas quoi se dire. Mais qu'est-ce qu'il peut me dire de plus, ce cinéma ? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter en 2 heures ? Qu'est-ce que je vais pouvoir y comprendre derrière ? Est-ce que je vais pouvoir... Comment mon raisonnement va-t-il pouvoir évoluer ? Eh ben, il n'a pas évolué en 2 heures. Je suis resté au même stade, planté comme un imbécile dans la salle. Mais voilà, après c'est joli, c'est bien fait, c'est beau, mais encore une fois, ça n'amène à rien. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé de plus ? Est-ce que votre réflexion a-t-elle évolué par rapport à ça ? Non, moi je suis assez d'accord avec toi. Il se passe rien. Bon, après, le but, c'est pas d'avoir de l'action ou quoi que ce soit. Juste, on voit 3 scènes de dîner, de repas, tout ça différentes, avec des personnages différents qui commencent tous par une scène de voiture où ils arrivent. J'ai loupé le début du moment de la mer parce que j'étais en train de dormir. Mais les 2 autres, il me semble que c'est ça. Et voilà, les plans sont beaux. J'ai bien aimé les plans vraiment en plongée sur les tables, etc. Mais je suis pas convaincue parce que je trouve que je comprends pas pourquoi. Voilà. Il y a plein de trucs. Je crois qu'aussi dans les 3 scènes, il y a une histoire de Rolex. Je comprends pas. C'est une pub pendant 1h30. Voilà, en fait, c'est juste que j'ai pas compris et je sais même pas quoi dire. Voilà, c'est beau, mais sans plus, quoi. Je ressens ce que vous dites. Mais moi, j'étais un peu plus précise, c'est que en fait, on a ces 3 sketchs là sur le père, celui sur la mère, celui sur les frères et sœurs. Et
en fait, moi, mon pourquoi, c'est qu'est-ce qu'il veut nous raconter avec ça. Et en fait, entre ces relations de famille, somme toute un peu conflictuelles, ou alors on essaie d'avoir un renouement avec la famille, parce que c'est des familles qui sont distancées pour différentes raisons. Il y a ces impacts de skater à chaque fois. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux raconter, Jim, avec tout ça ? Et je sais pas. En fait, je sais qu'il y a la figure du skater peut souvent être une figure posée pour expliquer cette envie de liberté, de changement. Enfin, voilà, quelque chose qui ouvre un peu à l'esprit, on va dire. Mais là, ça a amené comme un cheveu sur la soupe. En fait, tout était grossier. J'ai l'impression qu'il y avait avec des gros coups de pinceau, on me montrait des trucs et j'étais en mode enfin, pourquoi ? Et tous les segments ne m'ont pas non plus déplu. Moi, je vais faire un peu nuancé. Le segment Mother, moi, j'ai trouvé un peu plus sympathique parce que ce dialogue de non-dit entre ces trois femmes, déjà le casting est incroyable parce que Vicky Krieps, femme formidable, Cate Blanchett aussi, et la mère qui est jouée par Charlotte Rampling, exactement. Je trouve déjà ce casting des trois femmes, super bien, ces trois générations de cinéma qui se rencontrent, et ces trois générations de femmes qui se parlent en non-dit. Et moi, je me suis retrouvée un peu dedans avec ma relation personnelle avec ma mère et ma sœur, et j'ai trouvé ça sympa, mais encore une fois, c'est des petits instants comme ça que Jarmusch pose, et je ne sais pas à quoi ça sert. Mais moi, je pense que le point auquel je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me raconte avec, c'est ce point de la Rolex, qui revient pendant 3 fois. J'ai l'impression que c'est une pub de Rolex pendant 1h30. Je me dis, oh mais regarde, tu as pas vu ma nouvelle Rolex ? Regarde, ma grosse Rolex, elle est pas mal. Ma super Rolex, c'est une vraie. Tu connais ma vraie Rolex ? Et les skateurs qui reviennent. Ça, c'est 2 points. Je me suis dit, mais... Ok, on a compris que ton film a été financé par Rolex, et certainement aussi Yves Saint Laurent, vu comment c'est très beau et très léché, et que, oh là là, on parle de très beaux vêtements pendant tout le film. Mais moi, j'ai envie d'en savoir plus, en fait, sur ces personnages. J'ai envie que tu ailles plus loin dans leur relation, dans le pourquoi du comment. Déjà, moi, toute la partie sur le père, je le trouvais très antipathique, ce personnage. J'arrivais pas à m'accrocher. La relation de frère et sœur entre Adam Driver et l'autre actrice dont j'ai oublié le nom, j'y croyais pas du tout. Pas du tout. Il y a rien qui m'accrochait. La relation mère-fille dans la deuxième partie était un peu plus, pour moi, plus correcte. Là, on s'y attache. Là, on a quelque chose qui est aussi une série avec les couleurs plus gaies, plus ouvertes, plus roses, un peu fake, un peu comme la relation que se crée cette mère avec ses enfants, qui est du coup hyper intéressant de revoir ça dans le décor. C'est-à-dire ce décor où en fait tout est préparé à l'avance pendant 1 an pour avoir ce semblant de relation mère-fille à un instant T dans l'année. Ce qui, même dans les dialogues, la fille la plus jeune en parle avec une de ses amies dans sa voiture et qui dit mais c'est complètement fou de voir sa mère qu'une fois par an. Et oui, et comment du coup il me met ça en scène. Et là c'est hyper intéressant. Là, montre-moi comment ça peut être fou de voir ta mère et ta soeur qu'une fois par an pour un repas qui est même pas un vrai repas où c'est juste on prend le thé. Et ce décalage, parce qu'en fait c'est aussi... Déjà là on introduit un peu mieux les enfants. La mère, le fait d'introduire la mère avec sa psychiatre au téléphone et qui décrit ses filles en disant que oui, mon aînée peut-être qu'elle s'est mieux débrouillée dans la vie mais j'ai l'impression qu'elle a encore besoin de moi, et oui, ma jeune fille même si elle a l'air de faire comme si elle n'a pas besoin de moi, je m'inquiète quand même un peu plus pour l'autre que l'autre. Déjà juste ça, tu m'introduis des personnages, il m'en suffit pas de grand chose, et là je suis un peu plus attachée à ces personnes, je comprends un peu mieux la relation de ce qui se passe, alors que dans le premier segment il y a rien de tout ça, et j'y arrive pas. Et après on a la troisième partie, Sister Brother, où là on a quelque chose d'un peu plus intime, mais peut-être un peu trop intime, et du coup je me sens trop éloignée de cette intimité et je me demande ce qui se passe. Dans ce deuil qui est partagé par ses frères et sœurs, on a l'impression que le deuil a déjà été fait, et du coup on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait nous là après ce deuil. Et je trouve que Jarmusch ne montre pas ce après deuil, parce que le deuil est déjà fait. Là c'est juste on va visiter la maison après avoir vidé les affaires, on va voir le garde-meuble que le frère s'est occupé à faire, on va voir les papiers, et voilà. Et j'ai l'impression qu'il a envie de fonctionner avec une certaine boucle.
Et à part cette boucle, comme tu as dit, tu as évoqué, disons, avec la voiture, avec la Rolex, mais aussi avec la musique et les couleurs. Et il y avait aussi, je crois, il y a le chien, enfin le maître qui promène son chien, qui revient dans toutes les scènes. Et j'ai remarqué, après je me suis dit, mais pourquoi? Et toujours passé la même chose en fait. En fait, on les remarque, hein, mais le pourquoi, il est trop subtil. Le Jarmusch, j'en sens pourquoi, parce que moi je n'ai pas compris. Et j'ai trouvé les scènes de voiture aussi hyper fausses, enfin surtout la scène de démarrage du film, où ils arrivent en voiture, on dirait que c'est un fond vert, mais en même temps non. Enfin, c'était trop bizarre, je trouve, le rendu à l'image, ça allait pas du tout. Ça faisait pas du tout réel. Moi, je suis un peu triste que vous témérer Jarmusch par ce film, parce que moi, j'avoue que je suis fan de Jarmusch. Donc, je vais préconiser de commencer par celui-là. Donc, pour les personnes qui nous entendent, si vous voulez commencer par du Jarmusch, je vous déconseille de commencer par celui-ci. Et c'est d'aller chercher dans des vieux films, notamment un de ses premiers films à sketch, je crois, qui est Coffin Cigarette, que moi j'avais plus apprécié que celui-ci. Et après, en fait, il a testé un peu pas mal de choses, Jarmusch. Donc, mais là, j'ai l'impression en fait, qu'il se perd dans son cinéma avec ce film, et c'est un peu dommage, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est techniquement c'est très mitigé. Non, c'est dommage que le film pousse pas plus la réflexion à tous les niveaux, comme vous l'avez dit. Pas grand chose en plus à dire. Si c'est pas grand chose à dire, on peut avancer. On a déjà fait le tour, c'est très bien pour ce film-là. Et ben on va avancer avec les échos du passé, et c'est Mina qui va nous présenter le film. Absolument. Donc bonjour à tous. Moi c'est Mina et je vais vous parler du film Les échos du passé qui est sorti donc en fin 2025. C'est le deuxième long métrage de cette réalisatrice qui était inconnue en France jusqu'à maintenant puisque son premier film n'est pas sorti en France. Donc c'est un terrain totalement non familier pour nous. C'est une découverte absolue, du coup clairement un style dont je n'étais pas familière avec moi perso. Enfin, en tout cas c'est clairement pas le genre de film que je regarde souvent, que ça soit au niveau scénaristique ou esthétique. Niveau scénaristique, du coup on part sur une sorte de scénario qui se joue centralisé sur un lieu. Le principe de scénario, c'est justement de voir 3 situations familiales différentes au même endroit, qui est un grand corps de ferme, et donc espacé avec une temporalité différente. Il y a une temporalité qui se passe à peu près vers les années 20 et 30. La deuxième temporalité se passe à peu près dans les années 70-80, je pense, et la dernière, elle est proche de nous, ça doit être dans les années 2010-2020. Et on navigue sans indice réellement. C'est pour ça, la première fois qu'on a switché de temporalité, qu'on est passé des années 20 aux années 80, personne n'a vraiment compris où est-ce qu'on allait, parce qu'on se disait, oula, on est au même endroit, c'est pas les mêmes personnes, ils ont pas les mêmes fringues, la maison elle ressemble pas, c'est la même maison, mais c'est pas la même maison. Et on était tous un peu perdus. Puis après, on a compris, mais on s'est familiarisé avec le fait que en fait, on reste au même endroit, mais on bouge tout le temps au final dans cet endroit. Genre on voit les personnes évoluer dans cet endroit. Sauf que en fait, elles sont extrêmement smooth, les transitions entre les temporalités, ce qui fait que tu vois vraiment pas arriver. Tu sais jamais quand est-ce qu'on va bouger en fait d'époque réellement. Et parfois, t'as des petits, c'est même pas des flashbacks en fait, c'est des images, des autres temporalités. Par exemple, l'image où on voit les bras dans l'eau, etc., qui est une image qui correspond à la dernière temporalité. On la voit répétée dans les temporalités d'avant et on se demande d'où est-ce que ça sort du coup. Après là, ça a une explication. Mais sur ce film de 2h30, il y a énormément de scènes et de plans qui auraient pu être totalement enlevées, esquivées. Et même une temporalité entière qui en sort aurait pu être enlevée, la dernière, et le film aurait gardé tout autant d'impact, je trouve. Enfin, je pense qu'en fait, les propos du film, qui clairement sont très bons et sont très intelligents, auraient pu être résumés en 1h40 au lieu de 2h30, et ce serait beaucoup mieux passé. Je dirais que pendant la première heure, 1h30, ça passe, puis en fait, je dirais que pendant la dernière heure, tu fais que de regarder tout le temps ton téléphone pour dire putain, ça termine pas. Et enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est au bout d'un moment, tu te dis waouh, ça se termine quand là en fait.
Et je pense qu'à partir du moment où tu regardes un film et tu te demandes toutes les 20 minutes quand est-ce que ça se termine, c'est qu'il doit y avoir un petit problème dans la gestion du rythme. Mais en soi, je dirais que c'est le plus gros problème de ce film, parce que ce que le film essayait de montrer en gros, c'est une sorte de condition de la... En fait, c'était là pour dénoncer les conditions de la femme dans la société, au fur et à mesure du temps, que ça a évolué, mais en même temps, ça n'a pas tant que ça a évolué si on part sur un fond. Et le truc, en fait, c'est que le message principal de l'histoire, en fait, c'est vraiment plutôt mourir que d'être une femme, quoi, en fait. Vraiment. Et plutôt mourir que d'être une femme dans cette société et que d'être traitée, de vivre avec les conditions qu'on traite les femmes en fait dans cette société, que ça soit du coup dans la première temporalité où la grande sœur Lia décide de se suicider après avoir été littéralement vendue comme femme de ménage à une autre maison, parce que on apprend en fait, et ça je trouve que c'est ça le truc vraiment incroyable avec ce film, c'est que absolument rien n'est dit. Il n'y a aucun mot en fait qui n'est vraiment prononcé sur les femmes, alors que c'est le centre du film. Mais en fait, on comprend tout dans ce secret en fait. C'est vraiment un secret tacite, mais tout le monde sait que c'est là. C'est-à-dire que tout le monde sait que par exemple dans les années 80, la petite Angelica, elle s'est fait violer par son oncle. Tout le monde sait qu'elle s'est fait abuser par l'oncle. Et c'est mentionné plusieurs fois d'ailleurs parce que le cousin, donc le fils de l'oncle en question, essaye aussi en fait de l'approcher sexuellement, etc. Et en fait elle refuse. Et lui il dit pourquoi tu fais bien avec mon père, hein. Et en fait ça fait un peu en mode c'est open bar quoi du coup. Et quand tu vois aussi comment est-ce que les femmes interagissent entre elles et comment les femmes interagissent avec les hommes, c'est... Les dialogues sont tellement superficiels en fait, ça se voit que ça essaie de maintenir une certaine façade sociétale, mais derrière en fait on sait tout ce qui se passe mais on va jamais vraiment le dire, ça restera caché, c'est un secret parce que le dire ça rend la honte réelle en fait, ça rend l'abus réel. Et la honte, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu pendant toute la partie des années 80, j'ai été extrêmement mal à l'aise parce que ce qu'a vécu Angelica, c'est un truc que je connais. Et franchement, ce truc-là d'être mal à l'aise dès que tu es avec un homme qui dépasse les 30 ans, c'est quelque chose que je vis tout le temps, quoi. Parce que c'est un automatisme. Et moi, personnellement, j'aimerais que ce soit pas le cas, d'être aussi mal à l'aise en présence d'un homme, surtout quand je suis toute seule. Mais c'est un truc qui est tellement automatique pour les femmes, en fait, d'à partir du moment où il y a un homme quelque part, tu as toujours un truc derrière la tête qui te dit il y a grosse probabilité que je sois en danger en fait. Et ça c'est un truc que que j'ai extrêmement ressenti, ce malaise incroyable dès qu'elle était avec son oncle, dès qu'elle était avec un homme, parce que tu sais, mais c'est pas montré, c'est pas dit, mais juste tu le sais en fait, tu le ressens. Et ça c'est extrêmement fort, comment est-ce qu'elle l'a mise en scène je trouve. Sa mise en scène aussi, elle est très... ça fait très... le grain de l'image, moi j'aime beaucoup cette esthétique-là, de grain, de vieille... ça faisait vraiment, on aurait presque dit du Vistavision, mais du très vieux Vistavision, pas avec une très bonne qualité de couleur, quoi. Pas comme dans The Brutalist. Mais moi j'ai adoré le grain, je l'ai trouvé très très beau. La gestion de la lumière aussi, de quand c'était plus sombre, quand c'était beaucoup plus lumineux. Quand on était dans le noir, que c'était éclairé avec des bougies, surtout dans les années 20, 30, les ambiances lumineuses, etc. Variaient vraiment selon les époques et je trouvais ça très très beau, esthétiquement parlant. Comment est-ce que les personnages évoluaient dans le plan, dans la maison aussi, dans le corps de ferme, dans la campagne, c'était vraiment magnifique. C'était très bien mis en scène. En fait... au final, ça sert pas tant que ça le propos du film, je trouve. Je sais pas si vous Après, Romain, autour de la table, tu as vu aussi le film, il me semble. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais revenir sur un truc qui m'a marqué. Tu parlais de rythme. Le rythme du film très saccadé, on met du temps à se rendre compte de la temporalité, des différentes temporalités qui habitent le film.
Et je trouve ça éminemment pertinent, parce qu'il y a un autre film qui m'a fait éprouver cette même sensation il n'y a pas très longtemps, c'était avec Alpha. Et en fait, on est sur une question d'un film qui vient nous attraper et venir nous questionner sur qu'est-ce qu'on regarde, comment on se situe, comment on doit appréhender l'objet filmique qu'on voit, dans le sens où j'ai l'impression que là, et dans tous les cas ça va être aussi l'objet des films qu'on va analyser aujourd'hui, c'est que c'est des films qui viennent nous dire ok, on va pas vous prémâcher le travail et vous allez devoir comprendre ce que vous regardez, mais vraiment à un stade plus fort. Donc du coup là, avec Sound of Falling, on est tout le temps en train de se demander pas où est-ce qu'on est de manière de la façon du lieu, parce qu'on sait où on est dans le lieu, on est toujours dans cette maison, mais où est-ce qu'on est par rapport au temps, où est-ce qu'on se situe par rapport au personnage. Je trouve que c'est assez désordonné, saccadé, ce qui fait que personnellement ça m'atteint malheureusement pas et j'arrive pas à prendre place avec le récit. Et c'est pour ça que je fais ce parallèle avec Alpha, parce que j'avais eu la même sensation, même ressenti, qui fait qu'au bout d'un moment on lâche prise et ça peut desservir le film, hein. C'est ce qui fait que je l'ai pas trop apprécié, de ce que j'en comprends, c'est ce qui fait que tu t'es perdu un petit peu aussi. Donc ouais, ça c'est tout cet ordre d'un rythme très, très difficile, très éprouvant pour nous, qui me délaisse un petit peu. Mais après oui, tout à fait sur toute la question de la place de la femme dans le récit. Je trouve ça, moi je suis globalement assez d'accord avec ce que tu as dit, je ne rajouterai pas grand chose parce que c'était très bien dit. Et puis voilà. Moi j'ai quand même une question, tu vois Romain, parce que du coup moi aussi j'ai vu le film. Et parce que en fait, comme je suis assez d'accord quand tu disais que c'est un secret tacite, cette violence des femmes qui n'est pas dite mais qui est vécue et qu'on voit et qu'on sous-entend et qu'on sait que c'est là mais on n'a pas envie de mettre des mots dessus. En tant que femme, j'ai l'impression qu'on comprend plus rapidement ce problème qu'on l'a directement vu parce qu'on l'a soit vécu ou on connaît des gens qui l'ont vécu. Toi, Romain, en tant qu'homme, quand tu as vu ce qui s'est passé, est-ce que tu as compris directement de quoi allaient découler ces échos dont elle fait dont le titre parle? Et comment est-ce que tu as vécu ton visionnage dans cette mise en scène de la violence féminine en fait? Je me rappelle plus du tout. je vais y aller brut. Je me rappelle plus du tout. Oh, c'est terrible. J'ai plus du tout le souvenir je me rappelle plus. Parce qu'en fait, malheureusement, ça fait aussi partie de mon appréciation du film, mais j'ai été déconnecté tellement rapidement parce que j'arrivais pas à me transposer à l'histoire il y a des sujets qui me sont passés au-dessus. Je suis là, genre il y a des points du film malheureusement que j'ai pas su apprécier à leur juste valeur parce que après le premier tiers, je me suis déconnecté mentalement. Donc pour être tout à fait honnête, je ne vais pas improviser de réponse. T'inquiète, c'est qui ne m'appartiendrait pas. Donc non, je pense que je parlerai aussi rapidement du casting, et notamment du casting de Alma. Donc la petite fille qu'on voit au début du film, il me semble que c'est elle aussi qu'on voit sur l'affiche du film. Oui, et à chaque fois qu'on parle du film, c'est elle qu'on voit, qui est jouée du coup par Anna Ek, ou Ek, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, qui a une présence à l'écran. Incroyable. Mais son regard, il te prend, il te marque en fait. Et je crois que la plupart des scènes qui m'ont marqué ou plans qui m'ont marqué, c'est elle et son regard ou elle dans le jeu, parce qu'elle a très peu de dialogue, mais elle a une présence qui est folle. Et ça m'a beaucoup marqué. Et surtout, toutes les violences qu'on voit des femmes à l'époque du coup de Alma, qui est du coup, il me semble, années 10, années 20, comme tu as dit, toutes ces violences sont vues de son point de vue, elle, d'une enfant d'à peine 10 ans, qui comprend sans comprendre ce qui va se passer et ce qui va potentiellement lui arriver. Nous aussi, on a un peu de mal à comprendre. Et quand l'histoire qui s'expliquait du coup de sa sœur là, qui se fait vendre et tout, elle voit ça de loin et la chose qu'elle prend compte, c'est que elle va plus vivre avec sa sœur et que ça la triste. Et nous, en tant que spectateurs, on est en mode il y a d'autres choses tristes qui vont arriver à ta sœur, ou peut-être qu'elle va plus jouer avec toi, quoi. Et en plus, on est préparé pendant tout le film parce que ça arrive vraiment vers la fin, toute l'histoire de la grande sœur de Alma. Il y a plus de voix off à la fin. À la fin, il y a plus de voix off. Un oui où il y a des voix qui vont d'un espace à un autre. Tout le film en fait te prépare en fait à ce qui va arriver à la grande sœur de Lia. Et nous, en tant que spectateur, quand on découvre le film, on ne sait pas.
Et en fait, tout déjà ce début où on t'explique que... où Alma en plus explique ça de manière hyper froide et calme, parce qu'on lui expliquait ça la même chose comme si c'était factuel, que les gouvernantes, les servantes dans sa famille, elles sont toutes parties voir tel ou tel médecin pendant quelques jours, et après elles sont revenues, comme ça, et il n'y a pas de souci. Et en fait, on te sous-entend que sans ce souci-là, c'est que si à un moment donné, quelqu'un veut se faire plaisir avec ces bonnes femmes qui n'ont rien demandé et qui sont à peine majeures, il n'y a pas de bébé qui va tomber sur le dos de la famille ou sur les hommes qui osent trépasser la chose. Il disait, quand elle était revenue, là, la jeune servante, tous les hommes ont fait la queue devant sa chambre. C'est ça. Ça a été dit, quoi. On dit ce qui se passe, mais on ne dit pas ce que ça implique. Ouais. Et on te montre ce que ça implique et je trouvais ça très fort. Moi, pareil, mon seul souci que j'ai eu avec le film, c'est évidemment la longueur. Mais je sais pas ce que j'ai vu cette année avec certains films, c'est vraiment ce qui a pêché avec moi pour certains. Mais à part ça, il y a vraiment elle arrive à nous narrer tout comme tu as dit, mais sans dire explicitement ce qui se passe, et ça je trouve ça très fort. Et il y a des plans qui te restent en tête, mais c'est moi tous les regards caméra de Alma, mais moi je les ai encore là où elle est placée, la lumière, même elle arrive à jouer, je sais pas si du coup c'est de la vraie lumière naturelle, mais entre la lumière naturelle et les lumières d'intérieur qui sont super cool, et toute la séquence de fin avec cette jeune Alma qui essaie de lutter contre ce vent qui est horrible, et juste ses pieds dans l'air qui te marquent et qui influence le fait que c'est quelque chose de presque cyclique, cette violence, et que parfois même si on a envie d'y aller contre, on se laisse emporter, qu'on le veuille ou non, et c'est un peu triste, c'est pas un choix, c'est un peu triste dans la réalité frontale que te pose ce film sur la violence des femmes et ces échos en fait de violence, parce que outre la violence imposée par la société des hommes, il y a aussi la violence imposée par la génération, et ça je trouve que c'est super bien marqué avec cette génération des années 80-70, entre le lien avec cette mère et cette fille qui est montré pareil, il n'y a aucun dialogue entre la mère et la fille direct. Ouais. C'est que des regards entre elles, ou alors la mère qui parle de manière un peu comme si elle parlait du beau temps et de la pluie à sa fille, et sa fille elle est consciente de ça, et tous les monologues qu'on a principalement de ce personnage là, c'est les monologues intérieurs de cette jeune fille qui explique qu'elle comprend en fait pourquoi sa mère fait ça, et qu'elle va pas aller contre parce qu'elle-même elle le fait en fait. Quand on voit les points de vue du reste de la famille sur la mère, oui. Elle a l'air d'une extraterrestre, elle a l'air totalement à côté de la plaque, totalement aliénée. Puis quand on voit la mère du côté, du point de vue de sa fille, en fait, ouais. C'est là que tu comprends en fait que cette femme, c'est une survivante en fait. Et c'est fou de se dire du coup qu'elle est comme ça. Après le traumatisme qu'elle a subi via la mort de sa sœur, parce qu'en gros, à un moment, en fait, entre la génération des années 30 et la génération des années 80, il y a un lien familial, et ça fait que, en gros, dans ce corps de ferme, il y a eu elle et sa sœur, et en fait, après la guerre, du coup, la Deuxième Guerre mondiale, les femmes allaient souvent se suicider quand on voyait le sort qui était réservé aux femmes après la guerre, surtout côté Allemagne, etc. Et du coup, en gros, elle et sa sœur, elles sont allées dans le lac qui lie aussi un petit peu toutes les générations. Elles ont rempli des sacs de pierre et elles sont allées se noyer au bord du lac à plusieurs, en suicide collectif. Et en fait, elle a pris peur et au final, elle est remontée à la surface et pas sa sœur. Elle a pris peur parce qu'elle a vu une anguille. Pareil, c'est... Ouais. En fait, il y a deux éléments de la faune qui revient pendant tout le film, qui sont la mouche et l'anguille. Et en fait, l'anguille, il me semble que même elle ouvre un peu le film, cette anguille. Enfin, il y a tout un truc avec une anguille et une main. Et ça pose question, en fait, comme image de pourquoi. Et en fait, quand on comprend, du coup, cette histoire-là et ce geste juste de... En fait, il y a tout un truc aussi sur le... Comment je peux dire ça ? Le fait de s'auto-faire mal pour pouvoir se sentir vivante. Elle se mord elle-même, elle se touche les mains. Et il n'y a pas qu'elle, en fait, dans les 3 générations, toutes les filles, il y a un truc de ce jeu dangereux, de tester les limites et de voir jusqu'où elles peuvent aller à la limite pour se sentir vivante. Et je trouve que c'est très bien marqué, notamment par le montage et ces cuts frontaux. À chaque fois que quelque chose de grave arrive,
où est arrivé et la seconde d'après, on a un cut d'un coup et je trouve ça super intéressant pour qu'on soit autant choqué que la personne qui est en train de voir ce qui se passe ou que la personne qui vit ce qui est en train de se passer. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant dans ce montage. Violent, en fait. Le montage est violent. En soi, le film en lui-même il montre des trucs violents. Et nous-mêmes, on est choqués, on est pourquoi on l'attend pas arriver. C'est comme pour quand Lia, du coup, la grande sœur, se jette de la charrette après cet incroyable regard caméra qui était vraiment impactant de fou, quoi. C'était une scène où tu vois Alma dans le champ qui fixe sa sœur et Lia qui se tourne d'un coup et il y a un regard caméra et on comprend que vraiment on est dans les yeux d'Alma, quoi. Et du coup Lia sourit et là elle se jette de la charrette et c'est fini. Et vraiment c'est vraiment impactant, quoi. En soi c'est un film qui Ah, du coup, ça me stresse maintenant. Je vais finir en disant que c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de trucs négatifs à dire dessus, mais en même temps, le lendemain, tu y penses encore, quoi. Oui. C'est un film qui, clairement, t'a impacté. C'est exactement ce que je pensais également. Après les échos du passé, c'est un autre écho du passé, mais un peu plus différent, que va nous présenter Lison avec Fursi. Alors oui, Fursi, film que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un film de Abd al-Malik qui est sorti fin 2025 sur un esclave qui est né de sa mère esclave, qui est sur l'île de la Réunion et qui retrouve à la mort de sa mère, donc le film s'ouvre comme ça, des documents qui attestent de son émancipation, je sais plus comment on dit, ouais c'est ça, et donc il retrouve ce document dans les affaires de sa mère et donc il se rend compte qu'il est né en étant de sa mère qui n'était plus esclave en fait. Et sauf que lui à l'heure actuelle il est encore reconnu esclave parce que une histoire avec ses maîtres qui n'ont pas tout dit. Et voilà, donc on se retrouve dans la bataille de cet esclave pour se libérer de sa condition, quoi. Et voilà. Moi j'ai adoré le film, j'ai trouvé que les images étaient trop belles, il y avait une sorte c'était vraiment des images de tableau, c'était très beau dans la mise en scène. J'ai trouvé Vincent Macaigne excellent, mais en fait il est détestable, quoi, donc il joue trop bien. Voilà. Je sais pas si t'en penses la même chose. Ouais, moi je vais carrément dire ce qu'on avait évoqué à la fin de la séance, c'est que c'est un pan de l'histoire qui s'est du coup déroulé en France il y a deux siècles, puisque c'est en 1818 que le film se déroule. Et déjà je trouve ça important qu'on continue de montrer ce genre de propositions à l'écran pour qu'on puisse se rendre compte que c'était il y a peut-être pas si longtemps que ça et que ça a bien existé, quoi. C'est terrible, mais c'est une réalité qui a vraiment eu lieu. Et donc c'est sur l'île de la Réunion, comme tu disais très bien, on suit du coup la bataille de ce Fursi pour s'affranchir de sa condition d'esclave. Donc on est sur un film un peu qui se joue beaucoup dans les tribunaux, un film judiciaire aussi, puisqu'on va faire nombre de pas mal de lois datées de cette époque-là. Alors, je vais aller sur deux points du film, parce qu'en vrai, c'est une histoire inspirée de faits réels, parce que Fursi a réellement existé. Donc je vais aller sur le premier pan, c'est que comme tu le disais très bien, c'est un film qui est plutôt bien réalisé. Il y a vraiment une belle composition d'images, c'est pour le coup assez poignant, assez marquant dans ces scènes de violence, parce qu'on a tout un tiers du film qui nous montre durement la réalité des esclaves qui sont violentés par leur maître. Maltraités. Ils sont maltraités, ouais, voilà, exactement. Donc c'est un film frontalement très difficile. Mais dans cet exercice-là, il le réussit plutôt bien. Ça joue bien, c'est bien interprété par Romain Duris, il y a un très beau casting. Ça se fait assez bien maintenant. A posteriori du film, j'ai été quand même me renseigner sur l'histoire parce que je trouve ça vachement intéressant et pourquoi ça n'a pas été peut-être pourquoi on l'a pas étudié plus largement dans les écoles ou quoi, parce que c'est un cas qui peut relever de voilà. Et du coup, pour compléter un petit peu sur le film, c'est pas un spoil puisque dans tous les cas c'est une histoire qui est connue, donc vous pouvez aller vérifier par vous-même. La bataille a duré, pour Fursi, la bataille de sa libération, de son affranchissement, ça a duré à peu près 30 ans. Il s'est retrouvé affranchi dans les années 1840, donc très bien, il est affranchi en 1840.
Et en fait, il s'est avéré un truc plutôt cocasse qui n'est pas montré dans le film. C'est qu'à la suite de sa libération, il va chercher des subventions. Des subventions parce qu'il va réclamer auprès de ses maîtres, parce qu'il a été injustement traité en tant qu'esclave. Du coup, ses maîtres vont lui refiler l'équivalent de... Enfin, ils vont lui refiler une petite partie en compensation pour qu'il puisse... pour qu'il puisse arrêter de les embêter avec ça. Ok. Avec cet argent-là, il va amasser une certaine somme, et avec cette certaine somme, il va acheter des esclaves à son tour. Donc gênant, en fait, on s'est retrouvé à un point là où Percy détient des esclaves, et ce point-là est Effectivement, c'est pas mentionné. Et donc là, en fait, on a un problème politique, parce que le film nous dit que on est sur des blancs qui maltraitent des esclaves, on nous le montre frontalement, c'est horrible. Et derrière, le film s'arrête sur Percy qui a obtenu sa libération, tout le monde est content, nous on sort de la salle, on est là, waouh, trop bien, il s'est bien battu, quel homme quoi. Et ben, quelques années après, il achète plus même des esclaves. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Pourquoi il n'est pas montré dans le film? Et en fait, qu'est-ce que je viens de voir? Du coup, ça remet tout le film que j'ai vu en question. Je me dis, du coup, je remets tout en question. Et pourquoi le réalisateur ne le montre pas? Parce qu'à fortiori, il a étudié l'histoire de ce personnage-là. Et donc là, j'ai un vrai problème. Je me dis, finalement, il m'a un peu menti sur la marchandise. Et... Bah là, tu vois, tu m'as dégoûté. J'adore le film, mais ça dégoûte. Effectivement, c'est dans l'histoire. Voilà. Et en plus, c'est con parce qu'il fait ça vraiment 3-4 années avant l'abolition de l'esclavage en France, parce que l'abolition de l'esclavage en France, c'est 1848. Et il fait ça vraiment en 1844 ou 1845. Et donc voilà, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vu? Ça n'en reste pas moins un bel objet filmique, de manière pragmatique. C'est bien réalisé, c'est bien fait, c'est là. Après, maintenant, sur le fond, je suis pas sûr, je suis plus sûr. Ah non, mais je trouve l'anecdote formidable. Surtout, c'est marrant parce qu'à la limite, c'est vraiment con que ça n'ait pas été traité, parce qu'au final, tout l'enjeu du film judiciaire, dans son aspect film de procès, c'est de définir si c'est un esclave ou pas. Et ça veut dire que l'enjeu du film, c'est pas de dire l'esclavage c'est bien ou mal, c'est de dire est-ce que tu es un esclave ou tu n'es pas un esclave. Alors à la limite, si on prend juste ce truc de loin, tu dis bah oui, dans ces cas-là, si c'est ça l'enjeu, il peut très bien prendre des esclaves après. C'est pas l'esclavage qui remet en question, est-ce que lui c'en est un. Donc ça aurait été très mauvais esprit, mais assez complet. Plus pertinent, très complet, et puis assez pertinent sur cette idée de on est sur le terrain de la justice, purement légal, procédurier et tout ça, et puis au final il n'y a rien qui l'empêche. C'est pas un débat philosophique et moral sur la justification de l'esclavage, non, c'est est-ce qu'il a été affranchi ou pas. Ouais. Et alors moi ce que j'ai aimé, en fait c'était horrible, mais c'est qu'on montrait vraiment les scènes de violence telles quelles, et il y avait des plans longs où ça n'arrêtait pas, et en fait peut-être même un peu trop long. Ouais, mais du coup c'était un peu difficile à regarder. Est-ce que tu peux expliciter quel type de plan, parce que du coup moi j'ai pas vu le film mais ça m'intrigue en fait. C'est un plan long fixe en fait, c'est dans les champs, et on voit les esclaves, parce que la famille possède plusieurs esclaves, beaucoup, et on voit du coup Percy qui est attaché au sol et qui se fait fouetter concrètement, et c'est long, et t'es là maintenant je peux plus regarder, c'est horrible. Bon, du coup ça marche, mais c'est d'une violence quand même la scène, pareil, là, pour le coup on aurait vraiment dit un tableau, même si c'est pas beau à voir, mais quand ils sont, on retrouve deux esclaves au milieu du village qui sont accrochés avec des gros hameçons, je sais pas comment expliquer, c'est horrible à regarder, mais du coup ça fait vraiment scène de tableau, je trouve. Voilà, parce qu'en fait le film est, après très rapidement, Percy entame un premier procès du coup qu'il va perdre. Et à la suite de ce procès qu'il perd pour s'affranchir de ses conditions, on le met en prison, parce que quand on entame un procès contre ses maîtres, tout de suite on devient un rebelle, et on n'a plus rien, on n'est plus rien en fait au jeu de la société. Donc il est jeté en prison, il va rejoindre une île, et sur cette île en fait il y a donc une famille qui exploite mais pleinement et très difficilement une poignée d'esclaves rebelles. Et ils n'hésitent pas à les battre, à les faire vivre dans les pires situations possibles. Et cette scène-là, on a vraiment une séquence d'une vingtaine de minutes autour de ces esclaves-là qui sont sur cette île et qui travaillent comme des forces, qui travaillent dans des conditions inhumaines. Et on nous les montre battus, etc. Et ouais, c'est très difficile à regarder pour nous. Et en plus,
Au-delà de ça, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'en faire une séquence de 20 minutes? Bah, moi j'ai trouvé ça intéressant quand même parce qu'on expliquait mais on montrait aussi, enfin c'est pas facile à regarder mais au moins c'est là, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça quand même, j'ai trouvé ça bien. Ouais, oui, non, c'est bien, mais comme le titre du film c'est First in est libre et qu'on cherche à comprendre comment comment il a fait pour être affranchi, je suis pas sûr que 20 minutes de violence soit nécessaire. Je pense que ça aurait pu être plus court et plus concis et qu'on puisse continuer à avancer dans l'histoire parce que ça ne s'arrête pas là après. Ouais, je comprends. Moi je trouvais ça très dur et peut-être j'ai l'air un peu facile de rester longtemps sur ça, mais ouais, pas nécessairement, pas nécessaire dans l'absolu. Je comprends, mais je crois aussi que c'est ça qui m'a... Enfin, ça m'a mis une claque en fait, parce que en fait on en parle, mais enfin, j'avais jamais vraiment... Enfin, tu réalises, mais c'est compliqué quand même, parce que bon, tu te dis pas que ça a forcément existé. Et je crois que c'est ça qui m'a... Enfin, ça m'a mis une claque, quoi. Okay. Voilà. Moi, je pense que c'est le but aussi du film. Hein, ah, bien sûr. En fait, je pense que le film, et c'est peut-être ça aussi qui est un peu dérangeant, c'est que je pense qu'il a la qualité... Il se veut être un film choc. Je pense qu'au-delà d'être un film moralisateur, il veut qu'à la fin tu sortes et tu dises waouh, quel choc! Ouais, c'est vrai. Là, j'ai vraiment pris une grosse claque. Et peut-être que c'est un peu le problème de vouloir chercher à choquer à tout prix son spectateur. Après, c'est d'un point de vue pragmatique. Mais bien sûr. Je me dis que voilà, ça se pose là. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre façon de nous choquer? Dans l'absolu, si. Mais, là, j'ai réfléchi. Je me dis, c'est vrai que moi aussi, il m'a marqué. Mais est-ce que c'est une bonne façon d'être marqué? Bon, je sais pas. Je trouve que ça se fait un peu les débats qu'il y avait autour de esthétiser le truc. Est-ce que justement ce thème-là de l'esclavage, est-ce que c'est pas mauvais au final de trop l'esthétiser en fait c'est peut-être pas forcément moralement correct. C'est tout le sens même du débat en fait. De trop esthétiser ce genre de faits historiques qui sont inhumains, horribles. C'est exactement comme tout le débat qu'il y a eu autour de comment est-ce qu'on fait pour montrer, décrire la Shoah, la déportation, etc. Est-ce qu'on peut vraiment le faire et tout Je sais pas si vous avez vu, je crois qu'il s'appelle comme ça, Ni chaîne ni maître, qui était sorti. Ah, pas regarder, ouais, mais j'ai vu passer. Parce que je pense que ce serait peut-être intéressant de voir de voir comment est-ce que Furcy et Ni chaîne ni maître, comparer comment l'un et l'autre mettent en scène l'esclavage et du coup parce que les propos sont plus ou moins les mêmes, c'est aussi par rapport à l'esclavage lié à la France et c'est peut-être intéressant de faire comparaison de moi. Du coup, j'ai vu Ni chaîne ni maître, mais j'ai pas vu Furcy, mais je comprends ce débat sur l'esthétisation, ce que proposait l'esthétisation de l'esclavagisme au cinéma, quoi. Mais voilà, je trouve que c'était intéressant. C'est un film qui est intéressant et il y a beaucoup de choses à en dire. Maintenant, voilà, il y a aussi beaucoup de problèmes de la vie. Sur ces belles paroles, pour dire qu'on aime la vie, on va continuer avec le dernier film du coup de Chloé Zhao, sorti chez nos amis anglophones déjà l'année dernière, mais chez nous en ce début 2026, Hamnet, avec un casting 5 étoiles et je compte les enfants dedans parce que je trouve que le casting enfant est incroyable. Je suis d'accord. Avec du coup une adaptation d'un livre au titre éponyme de Maggie O'Farrell qui lui est sorti en 2020 sur l'histoire derrière Hamlet, cette grande pièce de Shakespeare et la tragédie de la vie de William qui aurait entraîné à écrire cette pièce. Est-ce que quelqu'un veut commencer à en parler ou je commence Oh là, d'accord. Vas-y. Alors moi j'ai adoré ce film. Vraiment, je suis sortie de la salle, j'étais trop contente de mon visionnage. J'avoue que j'ai pas encore tous les mots pour dire, mais on va aller petit à petit. Déjà, j'ai adoré l'image, mais ça, venant de Chloé Zhao, j'étais pas étonnée. Elle a un cinéma qui est extrêmement visuel, et c'est un visuel qui fait plaisir, parce que c'est... il y a rien qui est gâché dans son cadre, tout est pris en compte. Jusqu'au plus petit détail de la feuille qui est sur le côté. Il y a une lumière qui est sublime. Il y a plein de moments en film où c'est éclairé à la bougie et on dirait vraiment des tableaux clairs-obscurs, quoi. Et la couleur aussi. Ça fait plaisir de voir un film rempli de couleurs, même dans ces moments les plus sombres. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Hamnet faisait partie des livres que j'ai censé lire l'année dernière, mais je ne l'ai pas lu, du coup je ne peux pas faire un comparatif avec le bouquin. Mais en tant que film en lui-même, je trouvais ça super et
Moi, ce que j'ai adoré, c'est comment est-ce que le film t'emmène petit à petit, te tient par la main et t'emmène petit à petit vers cette tragédie. T'emmène petit à petit vers ce lien aux enfants, te mène sur une fausse piste et ensuite te reprend dans l'émotion. Et ce détail de casting, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais l'acteur qui joue Hamlet, donc le fils de William Shakespeare et de sa femme Agnès, aussi appelée Anne Hathaway. Agnès c'était son nom avant, enfin les noms à l'époque. Du coup, son fils Hamlet est joué par Jacobi Juppe, je sais pas comment ça se prononce. Et dans le film, du coup, on voit William en train de travailler ses plaies, Hamlet, au fur et à mesure qu'il travaille en fait son deuil. Et à la fin, quand c'est cette magnifique scène, cette séquence de fin où du coup Agnès va voir la pièce pour se demander en fait qu'est-ce qu'on Marie fait avec le fils de notre prénom et le prénom de notre fils et le deuil qu'on traverse. Et qu'il y a cet acteur en fait qui arrive sur scène et qui joue Hamlet et qu'elle est subjuguée. L'acteur qui joue Hamlet est le frère de Jacobi Juppe. Ah d'accord. Il s'appelle Noah Juppe. Et en fait, pendant tout le film, je dis le casting est trop bien fait parce qu'ils se ressemblent de fou. Et oui, en fait, le casting est très bien fait vu qu'ils sont frères. Et ça rajoute encore plus, je trouve, au point de vue qu'on se met en ayant la caméra à côté d'Agnès, de se dire, enfin, ok, je comprends tout ce que tu veux ressentir. Et il y a tout ce cycle aussi entre ce qui est dit, ce que les personnages veulent faire, aiment faire, et ce qu'on nous montre au fur et à mesure du film. Et du coup, cette chose cyclique entre les dialogues et ce qui est montré, que j'ai beaucoup aimé. Et la musique du film qui est incroyable. Je sais plus par qui, j'oublie le nom du compositeur. Max Richter. Qui réutilise en plus un de ses thèmes qu'il avait utilisé dans un autre film. Ad Astra. Je crois que c'est celui-ci, Grand Ad Astra. Et faut encore plus nous faire tirer les larmes. Et moi, ça marchait sur ma personne, alors je prends. Mais et puis Jessie Buckley. Mais moi j'ai adoré. En fait, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que du coup le temps passe, le temps est long, c'est normal. On a d'abord cette relation d'amour qui se crée, après les enfants qui grandissent. Et Jessie Buckley arrive à mettre de la maturité dans son personnage sans qu'à aucun moment on te fasse remarquer qu'elle a vieilli ou qu'on te dit l'année ou quand on fait ça. Et c'est fou de voir comment dans son jeu elle rapporte ça, de la dureté, de la maturité, tout en restant hyper douce et compréhensive envers son mari, sur ses enfants. Et pour moi, elle vole la vedette à Paul Mescal en tout point dans ce film. Et si ce n'est elle qui, pour moi, est le personnage principal de ce film, plus que Paul Mescal, parce que il y a toute la tragédie pour moi se joue avec elle, plus qu'avec William, même si les deux sont censés être les deux personnages principaux du film. Et pour moi, Jessie, elle arrache tout, quoi. Je suis assez d'accord. Et dans le film, j'ai aussi beaucoup aimé la relation des jumeaux, enfin frères. Oui, toutes les relations frères-sœurs dans le film sont incroyables. Ouais. Et comme tu disais, la fausse piste qu'on nous amène au début quand les bébés naissent et que finalement en fait c'est Judith, elle s'appelle, ouais. qui est mort-née mais en fait qui finalement se réveille. Et on peut le refaire en plus après. Oui, voilà. Et du coup, en fait, on voit la mère qui lui dit je ferai tout pour que tu vives, voilà. Au final, plus loin, la peste s'abat sur elle. Et au final, alors c'est là où j'ai un problème. Enfin, je sais pas si j'ai mal compris ou je comprends pas. C'est quand du coup son frère vient en bas dans le lit avec elle parce qu'elle est en train de mourir, quoi. Et il échange sa place et il dit, elle nous guette dans le coin en parlant de la mort ou je sais pas. Et il dit c'est moi qui va attraper et pas toi. J'ai pas compris. Alors ça en fait c'est parce que au début du film ils s'amusent tous les deux à changer leurs vêtements. En fait comme ils sont jumeaux, ils pensent qu'ils sont des vrais jumeaux. Oui. Et du coup à chaque fois ils se disent on va trick un petit peu les gens. Oh là là, on fait croire que l'un et l'autre. Et en fait au final ça marche. Vu que les parents rentrent dans le jeu parce qu'ils leur font plaisir et que ceci, son père est un genre du théâtre donc ils jouent leur jeu. Oui. Et il s'est dit je vais jouer le jeu aussi avec la mort et elle va prendre ma place, elle va pas te prendre toi. Et puis comme je suis quelqu'un de courageux, vu que papa a dit que j'étais quelqu'un de courageux, on va faire ça. Et je trouve tout ce moment-là entre ses frères et sœurs, moi je trouvais la mise en scène de la relation des frères et sœurs pendant tout le film est très touchante parce que tu peux faire un parallèle très facilement, en tout cas moi je l'ai fait, entre la relation des frères et sœurs dans la famille de Shakespeare et la relation frère-sœur qu'a Agnès avec son frère Bartholomé.
qui est d'une douceur absolue, d'une compréhension absolue, et qui est d'une patience aussi, et qui pour moi est la transposée à cette relation qu'a Judith avec Hamlet. Et j'ai trouvé ça fou, et puis même toute cette manière de relier au théâtre. Moi, pendant tout le film, j'avais un peu peur du moment où le notre to be allait arriver, et que j'avais peur que ça fasse grossier. Et en fait, la manière dont c'est amené, ça vient 2 fois en fait dans le film. Un premier moment où on est en pleine introspection de tristesse et de dépression de la part de Paul Mescal, vu qu'en ce moment il nous fait que ça comme rôle, et un deuxième moment sur scène par l'acteur d'Hamlet. Et en fait j'ai trouvé ça bien amené, pas trop grossier non plus, et très doux dans ce que ça parle du deuil et dans ce que Agnès elle-même traverse, parce que comme t'as dit Nison, à un moment donné elle a dit littéralement je suis prête à te donner ma vie pour que tu vives. Et je trouve ça beau aussi de voir toute cette résilience de cette femme qui est prête à tout donner et qui s'en veut jusqu'à la mort en fait, alors que factuellement elle sait qu'elle aurait rien pu faire, mais quand même. Oh, ça va être difficile de continuer ça, mais ouais, c'est un film qui m'a éminemment marqué comme vous. Je vais essayer d'aller un peu plus sur la forme esthétique. Moi, juste ma grande limite avec le film, je vais l'évacuer tout de suite comme ça, c'est fait. Mais c'est peut-être qu'il nous prend un peu trop par la main. Et que j'avoue que j'aurais préféré qu'il nous laisse plus de sentiments, de liberté sur les sentiments. Mais au-delà de ça, je trouve que c'était magnifique. Je trouve qu'elle dresse un portrait. Déjà, rapidement sur la vie et l'anti-vie qui est fou. Oui. On commence le film, elle insuffle à sa caméra un souffle de vie qui est très fort, notamment par les couleurs, la lumière, comme tu l'avais dit précédemment. Et tu peux que ressentir cette caméra qui respire, cette nature-là qui est... On est dans la forêt avec eux, ça transpire de vie, quoi. C'est magnifique. T'as envie tu crois à tout, c'est beau, t'as envie d'être avec eux. En fait, la vie n'a pas de problème, tout va bien. Mais c'est beau. Des fois, il en faut aussi cette espèce de pureté brute comme ça. Et c'est d'autant plus fort que quand on vient à basculer dans l'anti-vie, du coup, et bien là, on comprend la descente que traversent les personnages. On comprend que de l'autre côté de la vie, il y a son antithèse et toute la noirceur de ce monde, tout ce que ça amène. Et c'est là où vraiment, à partir du moment où il y a du coup, cette scène fatale où Judith elle est malade, on sait d'avance on prévoit en tant que spectateur que voilà, ça va peut-être pas bien finir. Et à ce moment-là, on est glacé parce qu'on comprend que la vie se retire de l'écran et on peine à trouver les mots, on peine à... Enfin, moi, j'étais vraiment scotché quoi, devant l'écran, je perdais de ma luminosité, et j'étais là en mode waouh, c'est dur quoi, c'est dur de vivre ça avec eux. Puis notamment dû à l'interprétation des actrices, enfin voilà, on est en permanence avec eux à fond. Et je vais juste aller aussi sur le dernier segment du film, donc à propos de l'art, qui est formidable. Je trouve qu'il y a un discours sur l'art qui est tenu, sur la représentation de l'art. Je trouve parce que du coup, le dernier segment du film, c'est le déroulement de la pièce Hamlet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est William Shakespeare qui présente sa pièce dans le village, et il y a tout le monde qui s'y retrouve. Donc, on a toutes les classes sociales qui s'y retrouvent, et du coup, qui ont tous les yeux rivés vers cette même pièce de théâtre. Et donc là, on a un discours de la part de Chloé Zhao que je trouve... Enfin, c'est dingue de le mettre en scène comme ça, je trouve ça fou. De se dire que d'où nous viennent, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre classe sociale, finalement, à un moment donné, on a tous les yeux rivés vers cet écran, vers cette pièce, et nos différences s'effacent pour ne faire plus qu'un face à cette histoire qui que nous soyons, nous touche même, mais pour le coup, la mère elle est touchée parce que c'est son enfant, mais les autres sont touchés parce que ça peut les amener à une situation similaire. C'est ce que nous on peut vivre à travers le cinéma, nous on est touchés par ce qu'on voit parce que ça peut nous faire penser à des choses similaires. Il y a un discours, une espèce de mise en abîme sur le cinéma et l'art communicatif qui est formidable en fait. C'est ce qu'on recherche quand on va au cinéma, j'imagine, c'est de se voir à travers ces personnages-là, cette histoire-là. Je veux dire, on a tous à un moment vu des films où on s'est dit purée, ça me fait pas... Enfin, je m'y retrouve quoi, et c'est ce que
Chloé Zhao met en scène, je trouve ça dingue de mettre autant de pureté là-dedans. Thérapie par l'art aussi, Ouais, exactement. comment elle le met, et c'est vraiment très très beau et c'est très fort. Ça nous laisse la place de respirer, quoi, et ça nous laisse la place à son spectateur de penser à ça. Et à la fin, on est soufflé par cette espèce de genre, ouais, c'est presque un hommage c'est presque un hommage à l'art, et ça fait plaisir de le voir de cette façon-là, quoi. Donc vraie bonne surprise. Que dire de plus, convaincu partout, et allez le voir si vous avez l'occasion, c'est formidable. Ouais. Il y a toute la figure aussi avec le faucon qui nous amène directement au début au deuil, et que en fait on voit que pour les personnages enfin c'est pas grave, genre le faucon est mort, bon on va prendre un temps pour nous, venez on va en famille, on se met dans cette forêt qui ouvre en plus le film, en fait on rentre dans le film par la nature, et parce que en fait on te fait comprendre que la mort est quelque chose de naturel, et que même si ça peut être quelque chose de fatalisant dans une famille, surtout aussi soudée que la leur, et il faut la prendre et l'accepter, vivre avec. Mais quand c'est aussi jeune, quand c'est un enfant, quand c'est pas forcément, quand c'est quelqu'un que tu vois grandir ou que tu t'y attends pas, c'est vrai que la fatalité arrive vite. Et je suis grave d'accord avec ce que tu as dit sur cette vision de l'art, du cinéma, du théâtre, et toute cette thérapie qu'il y a par l'art. Et tout le jeu des couleurs, dès qu'on arrive, quand tu dis au moment de l'après-vie dans le film, les couleurs deviennent de plus en plus fades, le personnage féminin n'a plus toutes ses robes sont devenues grises, marron, toute la couleur qu'elle avait au début du film s'évapore, et elle les reprend qu'au moment de rentrer dans le théâtre élisabétain où elle va rechercher son mari. Et je trouve que c'est au moment, dans cette séquence de fin, une fois que la pièce est terminée, elle a été toujours compréhensive avec son mari, même quand son fils venait de mourir, il est reparti, elle était énervée bien sûr, mais elle lui a dit vas-y, voilà. Et en fait, dans la scène de fin, donc à la fin de la pièce de théâtre, on voit que dans ses yeux qu'elle comprend, et on dirait qu'ils se retrouvent eux deux aussi, parce que au final, il y a une scène de regard entre eux, et là parce que depuis la mort de leur fils, on avait l'impression qu'ils s'étaient perdus, parce que dans la tristesse, le chagrin, et même si lui essayait de revenir vers elle on sent qu'elle l'aime, mais en fait c'est compliqué. Et je trouve que la scène de fin, elle renoue ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi, elle renoue à la fois le couple, et elle renoue aussi chaque personne du couple vis-à-vis du fils. Lui en le mettant en scène, et en mettant en scène ce deuil qu'il avait du mal à exprimer à sa femme, qu'il avait du mal à montrer à sa famille, parce que l'impression qu'il réagissait pas, il n'y avait aucune émotion, alors que tout était interne. Et ça rejoue aussi le deuil offert auprès de la mère, qui, le mari peut-être ne le savait pas, mais en tout cas le fait qu'il y a tout ce dialogue là, je trouve très mignon entre le fils et sa mère, sur le fait qu'il aimerait bien devenir comédien, faire des combats hyper épiques sur scène, et être un grand comédien, et que là quand elle voit cet acteur arriver, elle est en mode ok, là je vois mon fils en fait. Là je comprends l'univers de mon mari, je comprends le deuil qu'il traverse, surtout quand il arrive en fantôme, elle est en mode et puis la manière dont il arrive, on a encore une fois toute cette nature qui est revenue sur scène avec cette grosse toile peinte où il la touche plusieurs fois, et on comprend pas trop jusqu'au moment, en fait on comprend c'est là où il la touche, où on a ses inserts sur sa main, c'est là où le trou va se passer, c'est là où la mort en fait va renaître, où le deuil va ressortir, quoi. Et c'est là aussi où leur fils va leur dire au revoir, parce que le fait d'avoir représenté cette après-vie aussi pour leur fils sur une scène de théâtre, pour moi c'était la boucle qui était bouclée, et je trouve ça super. Je suis assez d'accord, je crois que j'ai rien de plus à rajouter. C'est très bien dit. Voilà. Et même pour conclure aussi ce podcast, je pense que vous avez compris nos petits chouchous et ceux qui nous ont moins plu dans ce visionnage. On vous donne rendez-vous à la revoir pour les voir ou les revoir, et pour découvrir encore plein de films. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Merci.